C'est drôle, je ne sais plus le nom des ministres de Louis XV, je ne suis plus fichu d'énumérer le nom des 12 apôtres, alors comment se fait-il que me reste en mémoire un poulet le dimanche avec sa peau rissolée, le gigot pommes sautées et haricots verts, ou mes doigts plongés dans le pot de Nutella, ou encore le goût de la confiture de rhubarbe de ma grand-mère. Ce sont mes madeleines de Proust à moi. Tiens, à propos, savez-vous que Proust a menti? Il paraît que sa fameuse madeleine n'était en vérité qu'un simple pain grillé, voire une banale biscotte. En revanche, si nos mémoires nous trahissent parfois, il est amusant de constater que nos plats préférés, ou ceux qu'il nous a fallu avaler à la cantine, ceux-là, nous ne les avons pas oubliés. Bien sûr, il y a des modes que nous avons ou pas suivies. Par exemple, pourquoi et comment, en matière de cuisine, sommes-nous passés de l'appétit du gras et lourd au fantasme du maigre et light? Pour quelles raisons avons-nous abandonné la mayonnaise et fait la fête au ketchup? Et qui nous a forcés à passer de la cuisine de terroir avec ses lapins à la moutarde à des cuisines du bout du monde avec ses nems et autres laits de coco? Et si l'argent et le temps consacré à faire une vraie blanquette a diminué au cours des années, c'est la faute à qui? Et comment en sommes-nous arrivés à fantasmer sur une cuisine ouverte et que celle-ci devienne la pièce préférée de nos maisons? C'est à ce grand voyage sur les 50 dernières années que je vous invite. Alors à vous maintenant de retrouver vos petites madeleines. Voilà, c'est ce que je vous souhaite. Des bouffées de souvenirs, plein de bouffées. Dans les années 50-60, à table, ce n'est pas tous les jours fête pour les enfants. Tu ne te balances pas sur la chaise, tu finis ton assiette, tu ouvres la bouche seulement quand on te le demande, tu ne mets pas tes coudes sur la table. Attention, on ne joue pas avec la nourriture. Et oui, tout ça, ça fait partie d'un discours quotidien. On n'échappe pas à la cuillerée d'huile d'orissa, pas plus qu'au tapioca et à l'huile de foie de morue, qui en dégoûte plus d'un et on est loin de l'actuel « écoute chérie, tu goûtes et si tu n'aimes pas, eh bien tu laisseras ça ». L'huile de foie de morue, je me suis débrouillé pour jamais être malade pour prendre ça. Je me doutais que c'était très mauvais. Aurélia, poulet. Le dimanche, on se réunit en famille autour du poulet. C'est toujours la bataille entre frères et sœurs. Qui veut l'aile ou la cuisse? Et l'excitation de jouer avec l'os de la chance. Et la question fatidique des parents. Est-ce qu'au moins tu peux nous dire comment ça s'écrit, Soliles? Et si l'on ne sait pas écrire Soliles, tant pis. On pourra toujours écrire son prénom sur le rebord de l'assiette avec les lettres de la soupe alphabet. Et quand maman faisait de la purée, on n'avait pas fini de s'amuser. Quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde en reprend. Moi je fais un petit volcan pour mettre du jus dedans. On pourra toujours se consoler avec de la limonade et le pchit de citron quand on est gâté. Et qu'on n'aime pas trop le lait imposé à l'école en 1954 par monsieur Mendes France. Quand j'étais petit, j'allais à la cantine parce que je suis même allé en pension, donc j'étais bien obligé. C'était les pires souvenirs de ma vie. Un peu de calme, Boé. On ne frappe pas, quoi. On pouvait manger à l'école, mais c'était une cantinière qui faisait ça, c'est-à-dire le rêve absolu, quoi. On avait droit à une pâte de coin, si vous voulez. La cantine connaît un véritable essor à partir des années 80. Parce que grand nombre de mamans, s'étant absentées des cuisines à l'heure du déjeuner, vont travailler comme papa. Je voudrais savoir si tu as assez à manger ici. Est-ce que tu... Oui? Et on aime bien la cantoche, parce que les batailles de petits Suisses, c'est quand même une sacrée récré. Je me souviens des batailles de petits Suisses, je me souviens aussi des batailles avec la purée, et puis je me souviens aussi des coups de pied au cul que ça m'a valu.
On se bombarde d'eau avec nos verres Duralex dès que la dame de service a le dos tourné. Et ça, c'est génial. Les verres en Pyrex où on lisait son âge au fond du verre. Le problème du restaurant d'enfants, c'est pas un problème de bouffe, c'est un problème d'éducation. La cantine est devenue ici un restaurant d'enfants. Quel est votre plat préféré? Qu'est-ce que vous préférez? Alors là... Les endives au jambon. J'aimais bien les endives au jambon. On aimait bien quand il y avait les frites une fois de temps en temps, parce qu'à l'époque, les frites étaient encore faites, épluchées et faites maison. Mais il y avait aussi les plats qu'on n'aimait pas. Ah, ceux qui nous faisaient dire « Berk, Berk ». Il y a des choses que tu aimes pas? Quelques-unes. Ça arrive? Oui. Quoi, par exemple? Les choux de Bruxelles. Choux de Bruxelles. L'épinard cuit au beurre, ou avec une sauce crème, là, je peux pas. Il n'y a pas une caisse d'épinards qui rentre dans ma cuisine. Au hit parade des Burks, il y avait aussi les betteraves, les rognons, la langue de veau, le riz de veau et la tête de veau qui, elle, avait toutes les faveurs de Maïté. Vous êtes barjot, hein? N'importe quoi, hein? Mon petit, je t'ai fait mal. Quand j'étais petit, les boucheries étaient fermées le lundi. Alors il n'y avait d'ouvert que les boucheries chevalines et les tripiers. Alors un lundi sur deux, on mangeait du cheval ou on mangeait du foie. Les gens aisés mangeaient le foie de veau et nous qui étions un peu moins aisés, on mangeait du foie de génisse. Alors le foie de veau avec la purée ou le steak haché de cheval avec la purée. Et le chevalin, qui était malin, marketing avant l'heure, sur la devanture de sa boutique, il mettait « Vous avez perdu au tiercé hier, vengez-vous, mangez du cheval ». Alors un plat qui me dégoûtait et dont l'odeur déjà me répugnait, c'était quand ma grand-mère faisait de la cervelle de veau, de la cervelle d'agneau à mon grand-père. On m'obligeait à en manger parce que c'était les abats, c'était quand même des plats de pauvres. Hein. Je me souviens, ma grand-mère faisait un ragoût de mou au vin rouge. Le mou, c'était pour les chats. Non, j'aime pas. Heureusement, après la cantine, c'est l'heure de la récré. Et avec l'argent de poche donné par Pépé et Mémé, on se rue sur les roux-doudous dans leur petite boîte camembert ou coquillage. C'est aussi l'arrivée du Mistral gagnant. Les carambars, où on laisse quelques dents au passage, apparaissent en 54 et leur taille n'a cessé d'évoluer. De 6 cm à 8 aujourd'hui, et ce n'est pas une blague. Les rouleaux de réglisse. J'allais à l'école primaire, il y avait une espèce de bazar et tout ça. Il y avait ça toujours en vitrine. Et je regardais surtout les rouges avec la petite rouge au milieu. Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir ça? Le lait Nestlé qu'on tète directement au tube pendant les récrés ou même sous la table pendant les cours. La bergamote de Nancy. Il y avait un petit côté rassurant, puis déballé comme ça, ce petit bonbon. C'est le souvenir de petite fille. Il y avait un bonbon qui me faisait courir, traverser toutes les rues, c'était la boule de coco. Ces grosses boules là où on sentait le coco avec toutes les petites paillettes. Et le contenu des bonbonnières va bien changer. Dans les années 70, le collier de bonbons de toutes les couleurs arrive autour du cou des filles. Et pour les garçons, ce sera les malabars et leurs tatouages en cadeau. Quant aux nounours en chocolat, ils arrivent à fond la caisse. J'aime bien les bonbons assez chimiques, en fait. Genre qui piquent dans la bouche. Donc à l'époque, c'était plus des frites qui étaient assez acides. Ma première sucrerie, ça a été des tablettes de chocolat. Je suis fou du chocolat l'envers. T'as pas entendu comme un bruit? Comment? T'as pas entendu comme un bruit? Comment? Crunch, le chocolat qui croustille. Je me souviens, à la maison, il y avait toujours, au cas où, une boîte à petits gâteaux. Pour le goûter, vous prenez du pain avec du beurre et du chocolat. Si vous avez encore faim, il doit y avoir des gâteaux, pas trop de bonbons. Bon appétit. Dans les années 70, il faut souvent se débrouiller tout seul à l'heure du goûter. Heureusement, la télévision va venir nous tenir compagnie. Et qui ne rêve pas de reproduire la célèbre recette de Casimir, le gloubi boulga, hein?
je me suis peut-être empâté un peu, mais enfin, j'ai quand même gardé ma ligne. Je sais pas si j'ai vieilli autant qu'eux, d'ailleurs, je me demande. Je me laisse vous a préparé Florian. Vous voulez goûter? Ah oui, bon, je vais mettre une note, hein. C'est l'original, ça, sûr? Ouais, oui. Bon, je vais tester, on va voir. Ouais. Génial. On va voir. Il a rien oublié, même pas la saucisse, ni Non, il y a tout. Il y a le chocolat, il y a la banane. Bon, moi, je le mange en sandwich, moi, parce que c'est pas assez nourrissant comme ça. Je le mets dans du pain. Merci, Casimir, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ma meilleure amie avait des parents boulangers. Donc forcément, déjà, j'allais traîner un peu dans le fournil. Donc les pains au chocolat tout chaud qui sortaient du four avec le chocolat encore coulant dedans, ça c'était le goûter de tous les jours. Et du CP aux classes de terminale, on aura des fringales de Choco-BN. Maintenant que je sais la vie que tu mènes, je te promets, j'oublierai plus tes BN. Avec le Nutella, fini le simple morceau de pain et son carré de chocolat. Le goûter devient beaucoup plus sophistiqué. Les enfants aiment Kinder Chocolat, et moi aussi. Vite, du galac. Pourquoi? Parce qu'il est blanc. Regarde. Aujourd'hui, nous allons faire un gâteau au yaourt. Et dans les années 80, le mercredi après-midi, les enfants investissent la cuisine et jouent à l'apprenti pâtissier. Alors moi, je le faisais, je rajoutais des tranches d'ananas dans le fond du moule et quand on démoulait, comme ça, il y avait les petites rondelles d'ananas. Au lieu de jouer à la pâte à modeler, je faisais une pâte sablée, je l'étalais et j'avais mes petits emporte-pièces, mes petits moules comme ça. Je faisais des petits sablés que je saupoudrais de sucre et que je rangeais très précieusement dans une petite boîte en fer à petit beurre, quoi. Chez les copains les plus gâtés, on a le droit à une nouvelle boisson. Du Coca-Cola, les premiers Coca-Cola qu'on buvait. Dont nos parents disent qu'il est si agressif pour l'estomac qu'il pourrait aussi bien décaper les baignoires. Et désaltère le mieux. Les boissons de l'été se consomment aussi en hiver. Mais qu'est-ce que moi, Dodo, dis donc? Vas-y, c'est bon, c'est bon. Orangina. C'est pas de l'orange du tout, ça a très bon goût. Faites. Moi, je bois Coca-Cola. C'est la boisson de ma génération. La journée commençait en famille autour d'un petit déjeuner qui a beaucoup évolué au fil des années. Dans les années 50, qu'on vive à la campagne ou en ville, on se rend à la crèmerie, pot au lait en alu à la main. Et c'est souvent les enfants de la famille qui sont chargés de cette tâche capitale. Pas question de partir pour l'école le ventre vide, au risque d'être un mauvais élève, forcément. Du café au lait, avec pour mission de surveiller le lait pour pas qu'il déborde. Alors on avait très peu de café parce que mes parents disaient le café ça énerve. Ne reste plus qu'à compléter de temps en temps avec de la chicorée et surtout des tartines qu'on recouvre de beurre à la motte, salé parfois. Pour les grands dans la famille, la nouveauté dans les années 50, c'est le moulin à café électrique. On adore le son craquant des grains moulinés et on compare ceux obtenus avec le moulin en bois qu'on coince entre ses cuisses pour bien faire tourner la manivelle. La famille alors se scinde en deux camps. Les conservateurs qui ne veulent pas divorcer de leur moulin en bois et ceux qui jurent qu'ils n'ont jamais bu un nectar aussi délicieux. Fameux ce café Maurice. Un café de renom. À cette époque, j'aimais pas trop le chocolat, donc le café au lait avec ses bonnes tartines de pain beurré. Du beurre ou de la margarine, mais ça c'est quand on est fauché. Et si on a beaucoup de chance, on a droit de la confiture de prune en belle épaisseur, faite par Mémé. Banania, publicité d'ailleurs abandonnée en 67. Y aurait-on perçu des relents de racisme? Ce paquet jaune de Banania. Petit déjeuner du matin, Banania. Et ça se terminait, il y a bon Banania. C'est dans le chocolat qu'on trempera aussi les véritables casse-croûtes BN pour éviter de s'étouffer. Dans les années 80, il n'y a pas que les enfants qui sont concernés. Il faut 4 familles d'aliments au petit déjeuner. Journalistes, nutritionnistes, tous à l'unisson le répètent. Désormais, il faut manger le matin. Je ne prenais pas de petit déjeuner. Je préférais faire l'impasse sur le petit déjeuner puis dormir un quart d'heure de plus. Les publicitaires ont pourtant tout essayé pour nous sortir du lit. Et un nouvel ami arrive dans la famille. Le soleil vient de se lever, encore une belle journée, et il va bientôt arriver la
Alors mes enfants, par contre, bien sûr, je ne reproduis pas. Hein, je me bagarre avec eux pour qu'ils partent avec un bol de céréales et du lait, alors froid en été et puis chaud en hiver. Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Papa, comment on fait les bébés? Pas besoin de se poser de questions. Pain complet, yaourt, œufs, jus d'orange, tranches de jambon, thé, café ou chocolat en poudre sont pour ainsi dire prescrits sur ordonnance. Tu as faim? Oui. En 1980, un grand tournant dans le petit déjeuner des enfants, c'est l'arrivée des céréales, qui connaîtront leur heure de gloire dans les années 90. Les enfants s'en régalent et les mamans les plus dévouées se mettent à errer de rayon en rayon dans les supermarchés pour dégoter la marque auquel les petits sont accros. Il faut bien tout cela pour tenir jusqu'à midi. Dans les années 50-60, midi tapante, on rentre déjeuner, le plus souvent à la maison. Et on le prend où, ce déjeuner? On n'avait pas de salle à manger. Donc, la cuisine était toute petite quand on était à Paris, mais on mettait une nappe, des couverts. Et on ne rechigne pas devant un vrai repas cuisiné. C'était un vrai repas avec une petite entrée, avec toujours une viande ou du poisson le vendredi, un légume, un dessert. Ouais, c'était un vrai repas le midi et cuisiné. Les enfants sont de corvée, ils mettent la table. Ça variait, c'était souvent ma sœur et moi qui mettions la table. Voilà, maman faisait la cuisine. Et pour ceux qui n'ont pas le temps de rentrer chez eux, on invente le restaurant d'entreprise. Avec le self-service, tous les plats sont à la portée de main ou de plateau. Et la tentation de l'excès aussi. Il est grand temps que les diététiciennes mettent le nez dans nos assiettes. Je ne serais pas étonnée d'apprendre que monsieur soit guetté un jour par l'artériosclérose. Je vois une charcuterie en entrée qui est grasse, un plat de tripes, une pâtisserie, des féculents. Je vois heureusement un fromage qui apporte du calcium, mais je ne vois aucune crudité. Et d'autre part, je ne suis pas tellement étonnée de voir 2 bouteilles de vin sur un plateau composé de la sorte, car très souvent, une consommation un peu trop importante de vin s'explique par une alimentation trop riche en graisse et trop épicée. On est encore bien loin du 5 fruits et légumes par jour. Bientôt, il n'est plus question de rentrer à la maison. On n'a plus le temps ni le goût surtout de se mettre aussi souvent en cuisine. Ainsi, le repas de midi devient un acte machinal. Pourquoi donc manger à la cantine? Parce que c'est plus pratique, c'est moins onéreux, c'est bon. Et c'est surtout une question de temps de déjeuner, si vous voulez. Là, vous mettez combien de temps pour déjeuner? Une demi-heure. Oui, on mange vite. Un quart d'heure. Pour ceux qui ne peuvent déjeuner dans leur entreprise, Jacques Borel, un Français, invente ce qui deviendra en 68 le ticket restaurant, permettant aux salariés de manger à moindre coût dans le restaurant de leur choix. Puis, il importe en France le Wimpy, qui est une façon de préparer le hamburger, mais aussi une marque de restaurant venue d'Angleterre. Entrepreneur insatiable, ce même Jacques Borel invente la restauration rapide. Mais c'est la concurrence américaine qui rencontrera le succès. J'étais souvent aux États-Unis, j'ai pris goût là-bas des hamburgers. Et ce sont les mêmes qu'aux États-Unis? Ils sont meilleurs ici, je trouve. C'était l'excitation de la nouveauté. C'était ce qui venait des États-Unis et qu'il fallait découvrir. Cet homme est dans un fast-food. Il mange debout. Pourquoi? Parce que s'il s'assoit, ce sont ses genoux qui mangent à sa place. C'est intelligent. Succès fulgurant, jamais démenti, qui aujourd'hui d'ailleurs en inquiète certains. Ce qui me dérange beaucoup en ce moment, c'est que ce qui est le plus vendu en France, c'est le hamburger quand même. Et ça m'inquiète beaucoup. Surtout un hamburger industriel, c'est-à-dire que de grande consommation, de fast-food. Un hamburger fait avec les règles de l'art, avec un bon pain, une vraie viande hachée, une sauce fait maison et des légumes, oui. Celui-ci a choisi de vendre du poulet, pané, congelé, cuit en 12 minutes dans une friteuse à pression, puis emballé soigneusement à côté des hamburgers traditionnels. Alors, restaurant d'entreprise, burger, sandwich ou même petit encas, pris sur le pouce carrément au bureau avec les copines.
Une chose est sûre, le déjeuner a subi de nombreuses mutations pour aboutir aujourd'hui à des modes d'ailleurs assez surprenantes. Avec le food truck, plus besoin de se déplacer. Grâce à un camion ambulant, burgers, sushis, tacos, désormais, on peut les trouver tous en bas du bureau. Après que Nounours et le marchand de sable sont passés, papa rentre du travail et on se retrouve en famille pour le dîner. Papa, il rentrait tard du travail, donc c'est vrai qu'il rentrait vers 20h, 20h15, donc on l'attendait souvent pour manger, mais tout était prêt quand il arrivait. La soupe! Souvenez-vous, le soir, c'était soupe obligatoire, qui faisait grandir, bien sûr. Une soupe dont maman a trouvé la recette dans son livre de chevet, le Ginette Mathieu, qui propose une cuisine qui retient les petits maris qui se débinent. Dit la chanson à la mode. Le soir, on mangeait une quiche. Pour moi, c'est ma Madeleine, quoi. C'est mon enfance, j'adore ça. Et j'aime avec des gros morceaux de lard et surtout sans fromage, évidemment. En semaine, on dîne dans la cuisine et il faut finir son assiette, même si c'est du céleri rémoulade. Et c'est là aussi qu'on vient réciter les tables de multiplication, accoudés à une table en formica rouge, pendant que maman prépare le soufflé au fromage. Et à peine sorti du four, il faut se dépêcher de le servir, avant qu'il ne s'effondre sous le regard déçu de toute la famille. Ces années-là, si on invite son patron à dîner, on lui sert la Saint-Jacques dans sa jolie coquille avec une béchamel, un cornet de jambon à la macédoine de légumes ou une bouchée à la reine, en évitant de préciser, bien sûr, qu'on les a achetés chez le traiteur. Ma femme adore faire la cuisine, monsieur le directeur. Fameux ton potage au poulet, ma chérie. Chère madame, c'est vous qui l'avez fait? Non, c'est du... Quoi qu'il en soit, c'est maman qui a préparé le repas. C'était sacro-saint, le repas. Mon père tenait à ce qu'à 8h du soir, on soit tous là, à table. Allez, à table! Un rituel d'une régularité ferroviaire. Une famille sur 3 dîne tous les soirs à la même heure, à 5 minutes près. C'est le moment où on est tous ensemble, c'est-à-dire que chacun va pouvoir dire un peu ce qu'il pense. On allume rarement la télé au moment du dîner. Mais si on a été sage, on aura peut-être le droit de rester devant Belphégor, Thierry Lafronde ou Chapeau melon et bottes de cuir. Un jour, avec ma sœur et mon frère, on rigolait tellement que ma mère a pris le manche à balai et elle nous a mis à la porte. Donc, mon père supportait pas qu'on rigole parce que c'était 20h et son pote Léon Zitrone lui racontait la journée et il supportait pas qu'il y ait du bruit pendant le journal. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Dans la conception traditionnelle du repas, les enfants ne devaient pas manifester de caractéristiques individuelles. Or, la modernité, apparemment, aujourd'hui, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est le moment où les enfants peuvent s'exprimer, où ils peuvent partager, où ils peuvent exister individuellement. Et finalement, on est entré dans une conception du repas qui est beaucoup plus libérale que jadis. Tiens, allons au restaurant pour nous changer les idées. Et il faut bien le dire, aller au restaurant est un événement. Et on y emmène peu les enfants. Ah, fallait mettre les habits du dimanche pour aller au restaurant. J'y suis né dans un restaurant. Mon souvenir, c'est que le maître d'hôtel avait noté sa commande et il avait glissé le mot sous le côté de ma mère. Et j'avais dit à mon père, je dis, regarde, le monsieur, il a mis un mot à maman. On veut trouver sur la carte des plats auxquels la ménagère n'oserait pas s'affronter. C'est une cuisine spectacle, une cuisine qui doit absolument épater. Moi, je me disais, ces mecs-là, quand même, qui servent, ça doit être des grands seigneurs, parce qu'ils étaient coincés, ils étaient comme ça. Bon, tu les vois sortir après avec leur petit imperméable, bon, ok. Et vive les sauces au foie gras, le beurre qui dégouline, et tant pis pour le cholestérol. Précisons que pour l'occasion, on ne cale pas devant 2 entrées, poisson, terrine, viande, fromage et dessert. On fait un triomphe à l'omelette norvégienne, qu'on n'arrive pas à réussir à la maison malgré les conseils de Raymond Oliver. Voilà, alors voici l'omelette norvégienne. Elle est fin prête, cette. C'était du théâtre pour moi. C'était fabuleux, quoi. C'était autre chose. À moins que ce ne soit un dessert flambé pour signaler qu'on vit un moment intense et rare. Je garde des souvenirs du flambage en salle, quand il y avait de la découpe en salle. C'était très spectaculaire. Là, voilà. Maintenant, vous, les pauvres malheureux qui servent dans les restaurants, je comprends que ça les emmerde. C'est des porteurs d'assiettes. Mais dans le temps, c'était magique. Et tous les repas se terminent par un digestif.
Parfois offert par le patron pour faire passer la douloureuse. À l'époque, dans ces restaurants, on payait le pain, le couvert. Si on voulait une serviette en tissu, on la payait. C'était marqué en plus. Et vous savez comment ils faisaient l'addition? Nous, on expliquait, c'est des machines informatiques. Sur le coin de la nappe, tac, 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 vous devez tant. Aujourd'hui, aller au restaurant est devenu banal. La cuisine spectacle a laissé place à une cuisine plus simple dans l'air du temps. C'est l'ère des bistrots et des lieux cosy. Ce n'est plus aller au restaurant qui est l'événement, mais plutôt réussir à obtenir une table dans celui dont tout le monde parle. La nouvelle génération, maintenant, veut grignoter, veut des restaurants qui ne sont plus des restaurants, des petits endroits, beaucoup un peu privés, un peu où on a beaucoup parlé. Alors, c'est the place to be, quoi. Ça, c'est vraiment des nouvelles tendances. Et avec les réseaux sociaux, chacun d'entre nous peut accéder au rang de critique gastronomique, même si toute notre science s'arrête au melon jambon cru. Et c'est au restaurant qu'on va découvrir des mini-modes successives. L'éjaculation du vinaigre balsamique. Ah, c'est formidable quand même, tous ces petits cuisiniers qui éjaculent comme ça sur leur assiette, quel que soit le contenu de l'assiette. Vous avez un pâté de campagne, vous avez un magret de canard, un poulet, et hop, je te mets du vinaigre balsamique. De la merde, oui. Côté cuisine, chaque décennie a eu sa tendance et ses plats à la mode. Dans les années 60, quand on reçoit, on frime avec l'avocat et sa sauce rose, la sauce cocktail, comme dans les romans de Françoise Sagan. Le pamplemousse avec sa garniture de crevettes, les œufs mimosa, le maïs, dont mon grand-père disait « mais c'est une nourriture pour les cochons ou les poules ». Et surtout, on a un faible pour les soirées copains, avec les fondues savoyardes et bourguignonnes qui simplifient la vie. Sans oublier le mystère et les oranges givrées. Dans les années 70, ce sont les aiguillettes de canard qu'il faut de préférence manger rosées. C'est la nouvelle cuisine. Une révolution avec ses cuissons rapides, des accords inattendus, le saumon à l'unilatéral et le fagot de haricots verts croquants. Et avec l'arrivée du sucré salé et des fruits exotiques dans nos assiettes, un certain nombre d'esprits rebelles se demandent pourquoi le kiwi aurait-il envie de faire l'amour avec du foie de veau. Les années 80 verront débarquer sur les cartes des restaurants la terrine de poisson au coulis de cresson et les terrines de légumes. Le succès fulgurant de la crème brûlée qui n'a encore aujourd'hui pas pris sa retraite. Et la tartiflette en souvenir des séjours au ski, même pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds sur les pistes. Les années 90-2000, avec la crise de la vache folle, adieu, rognons, cervelle, riz de veau, triperie, c'est désormais la passion des salades. Dès qu'on est invité chez des amis, pas moyen d'échapper à la roquette stimulée par 2 brins de parmesan râpé. Une entrée qui ne risque pas de faire peur avec ses 3 calories. Comme le carpaccio, qui lui aussi a fait son entrée en scène. Mais il y a les poissons en papillotes qu'on cuit dans du papier alu. Hop, 3 minutes au four, on ouvre et on a la sensation d'être dans le coup. Et voilà les premiers macarons qui, au cours des années, grâce à un certain monsieur Hermé, vont passer par toutes les couleurs. Et à votre avis, aujourd'hui, quel plat arrive en tête dans l'assiette des Français? Un indice, c'était encore inimaginable en 84, lorsque le gigot, le coq au vin ou encore le bœuf bourguignon étaient les premiers. Mais il faut savoir aujourd'hui que le couscous est pratiquement le plat préféré des Français. En quittant l'Algérie, le Français rapporte dans ses bagages, avec toutes ses nostalgies du pays, son amour du couscous, qui va d'ailleurs tous nous contaminer. Je répartis ce couscous sur le couscoussier et je viens en mettre celui-ci en équilibre, en suspension, au-dessus du potage. Cette viande, ces légumes! Mais c'est pas elle qui l'a fait, maman. Qui c'est alors? C'est Garbit, belle maman. Garbit? Qui c'est celui-là? Les gens qui mangent du couscous, c'est parce qu'ils achètent du couscous tout fait. Fais-moi du couscous, chérie, fais-moi du couscous. La paella était délicieuse. La paella, j'adore. Depuis qu'il y a toutes ces bonnes espagnoles à Paris, on ne peut plus sortir et dîner chez quelqu'un sans manger une paella. De retour de vacances sur la Costa Brava, on veut de la paella. Et de retour d'Italie, il nous faut de la pizza.
Est-ce que c'est aussi l'ambiance, la place, la fontaine, les gens qui jouent de la guitare comme ça, les cafés à l'italienne, je sais pas. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir mangé pour la première fois de ma vie de la pizza là-bas. Et parfois, ce sont les plats eux-mêmes qui voyagent. Et certains leur réservent à l'arrivée un accueil made in France. Eh bien, je vais faire un hamburger rayonné, parce qu'on n'est pas en Amérique, ici on est à Rion. Quelques petites feuilles de salade, des gésiers, des lamelles de magret et du foie gras chaud. Moi, vous savez, je vous ai apporté celui de Bordeaux, comme ça vous aurez le choix. Sainte Vierge Marie, faut avoir tes pères et mères pour avaler ça. De New York, dans un grand éclat d'enthousiasme, on passe au pays du sourire, à moins d'être un joyeux rebelle, comme ce monsieur. J'ai commandé un œuf mayo. Vous n'avez pas commandé de spécialité chinoise? Absolument pas. Pourquoi? Vous n'aimez pas ça? C'est pas que je les aime pas, seulement j'aime autant la cuisine française. Est-ce que c'est la première fois que vous vous servez de ces instruments? Absolument, oui, absolument. Et qu'est-ce que vous en pensez? C'est délicat. Et de Lille à Marseille, on va voir pousser les restaurants chinois comme autant de petits grains de riz. J'ai beaucoup voyagé, j'ai eu la chance d'aller dans beaucoup de pays. Et sur notre surface, sur notre petit pays quand même, il y a des cuisines extraordinaires et qui sont à l'opposé des unes des autres. Même si on prend la cuisine classique française, entre une choucroute et une bouillabaisse, il y a quand même un monde. Autrement dit, la cuisine du terroir, qui se réinstalle fidèlement en bravant toutes les autres modes. On avait un jardin avec beaucoup d'arbres fruitiers différents. Et j'ai goûté très tôt ce que c'était qu'une grenade, un néflier, des figues, j'avais des jujubes dans le jardin. C'est ça qui est important, c'est que les gens retrouvent à la fois le goût de la saison, d'une part, et le goût du beau produit, du produit de qualité, le produit qui a du goût. Et aujourd'hui, quand on a le temps, le plaisir d'un marché avec de vrais fruits mûrs, à point, ce qui est devenu presque un luxe. Qu'on pense un peu plus souvent aux saisons d'abord. C'est ça qui est fondamental. Parce que quand on nous sert des pêches, qu'elles soient melba, pochées ou ce que vous voulez, et qu'elles sont dures comme du béton, pas parce qu'elles sont mal cuites, mais parce qu'elles ne sont pas mûres, c'est là le problème. Et tant qu'on y est, pourquoi ne pas recommencer à savourer ces chers légumes oubliés? Le panais, le topinambour, le crône, le rutabaga, le réfort, le potimarron, la courge, l'oseille ou la vitelotte qui fait de si jolies purées. Puisqu'on est dans les traditions, restons-y. Noël, aux grands événements, grands moyens. Eh bien, pour la nuit de Noël, je vais réveillonner en famille. Pour la nuit de Noël, je réveillonne. Je pense bien réveillonner. Noël, c'est l'occasion de dépenser plus que d'habitude. Et on prend carrément plaisir à ne pas compter. Peut-être nous irons boire une bouteille de champagne dans un cabaret. Je crois que c'est dans les imprévus qu'on réussit toujours. Mais en attendant, je pense faire un bon gueuleton. Jusque dans les années 80, les enfants suppliaient maman de ne pas cuisiner de gibier, qu'ils avaient vu tête en bas dégoulinante de sang aux étals des volaillers. Le jour de Noël, chez nous, déjà, c'était la réunion de famille à la maison. On était des tablés de 18, 20, 22, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, les grands-parents des deux côtés. Donc c'était des grands repas de Noël où on passait 4-5 heures à table. Grandes tablées qui aujourd'hui s'agrandissent encore grâce à tous les ex et pièces rapportées, des familles recomposées qui parfois font enfin la paix en ce jour de Noël. Oui, j'aime bien sortir une belle nappe, j'aime bien avoir une petite déco Noël, même si elle est un petit peu vieillotte, parce que c'est drôle, parce que c'est la tradition tout simplement. Il s'agit d'amidonner la nappe blanche brodée, de sortir du buffet les 48 pièces du service à florette de vaisselle reçues en cadeau de mariage. La ménagère va vérifier si la table est bien dressée. Voilà, elle regarde un peu, elle se penche avec un geste gracieux. S'il y a un couteau qui n'est pas propre, elle le nettoie, elle l'essuie. Et comme il y a autant d'assiettes que de plats, bonjour la corvée de vaisselle le lendemain. On sort les coupes, plus tard on s'équipera en flûte. En tout cas, il y aura toujours du champagne. Et l'apéritif terminé, on peut enfin passer à table. L'occasion de découvrir le menu de ce repas de fête, plus ou moins riche. On allait à la messe de minuit, on revenait, il y avait une soupe à l'oignon et c'était terminé. Noël, c'était d'abord et avant tout un plateau de fruits mer gigantesque. Le moment pour le mari de rappeler qu'il est le roi de la mayonnaise.
C'était un éblouissement, un régal. Et puis le rite de la marinade, préparé 2 jours à l'avance pour la sauce grand veneur, qui accompagnera le cuisseau de chevreuil. On laisse tous les légumes là, parce qu'il ne faut pas. Oui. Et on les met là. Là. Voilà. Mais le véritable plat de Noël reste celui-ci. Ah, c'était de la sempiternelle d'Inde que l'on faisait. C'était ma mère qui la cuisait. Elle la pochait et on l'emmenait à cuire au four du boulanger. La dinde, à peine sortie du four, s'ouvre les grands débats politiques. Et les enfants vont devoir attendre encore un peu avant l'arrivée du Père Noël. Bonjour et bon week-end. Comme nous, vous êtes certainement déjà en plein préparatif pour les fêtes. Aussi aujourd'hui, nous avons décidé de nous lancer dans la bûche de Noël au chocolat. Déjà toute petite, je me rappelle, je devais avoir 12-13 ans quand je faisais mes premières bûches de Noël, mais alors très classiques, hein, la génoise, la crème au beurre roulée. C'était un petit peu mon cadeau de Noël à moi. Je voudrais tout de même que nos spectateurs sachent comment on l'a fait. Pouvez-vous nous le dire? Bien sûr, je vais même vous la faire. On va vous préparer la bûche de Noël. Bon. Il faut battre les œufs et le sucre ensemble. Et regarde ce que ça va donner comme couleur. Ce qu'on appelle faire le ruban, voyez-vous? Ah oui, en effet. Elle fait le ruban, elle suit le fouet. Les 3 poudres que tu m'as déjà mélangées, où il y a donc le cacao, oui, la poudre d'amande, oui, et je touille. Et la farine. Voilà, et je touille. Voilà. Là, j'ai pas besoin de prendre de la crème. Je la mets. C'est drôle, ces émissions de cuisine où on transmet comme ça des choses que je ne sais pas si les gens refaisaient forcément à la maison à cette époque-là, mais il y avait déjà un côté transmission. Voilà cette petite bûche de Noël que Denise vous a fait avec compétence, amour et tout ce que vous voudrez. Voilà. Moi, ça me plaît de temps en temps de resservir des vieilles recettes. Bah, honnêtement, ce qui m'amuse, c'est de les moderniser. C'est notre culture, c'est notre patrimoine. C'est-à-dire que si les chefs de ma génération, on arrête de faire aussi ces recettes-là, et demain, elles n'existeront plus. Donc c'est important, la mémoire aussi, c'est important de faire un trait d'union comme ça entre le passé et puis le futur, en de temps en temps réinterprétant des recettes classiques. Modernisé ou pas, Noël a su rester un moment de partage et de plaisir. Joyeux Noël, mon amour. Comme si le temps ne parvenait pas à exercer d'emprise sur cette fête, la magie opère encore chaque année. Mais allez, restons dans les cadeaux. Le cadeau, la maîtresse à l'école nous a déjà aidés pour le collier de nouilles. C'est la fête de maman, donc on va pas lui offrir quelque chose pour elle, mais on va lui offrir quelque chose pour la maison. Pour la fête de votre maman, un distributeur à épices original, il se fixe au mur et vous donne les épices en un tour de main. Des cuillères crantées d'un côté, spéciales pour déguster le melon. Même idée, mais les cuillères sont plus longues et entièrement crantées pour le pamplemousse. C'est un œuf rayé, ensemble permettant successivement la cuisson, puis le service des œufs. Le couteau électrique, d'accord, mais prévoyez une planche et des rôtis sans os. Un yaourt, 2, 3, 4... Et si ce n'était pas la yaourtière... 6... C'était la sorbetière, l'appareil ménager qui m'a paru le plus formidable. Et c'était l'idée de pouvoir faire des glaces à la maison. Tu mets le moteur, tu vois, tu sais le faire. Vous avez déjà pensé à la fête des mères? Est-ce que les cadeaux sont déjà achetés? Oui? Qu'as-tu acheté? Moi, je vais acheter une machine à moudre le café électrique, monsieur. Le premier moulin à café doseur, dont chaque compartiment contient la quantité de café nécessaire pour 4 tasses. Et toi? Un reçu à gaz. Est-ce que vous allez faire... Un grille-pain, pardon. Un grille-pain. Il grille même la baguette, c'est grille tous les pains comme vous les aimez bien. Qui le paye, le cadeau, toi ou ton papa? Moi, et puis un peu de mon papa. C'est papa qui paiera, mais chut, on ne le dira pas. Ah, c'est plat. Regarde. Pareil. Oh, justement celui que maman avait vu et qu'elle voulait, hein? Ah oui, c'est le même. Si maman n'a pas eu le cadeau dont elle rêvait pour la fête des mères, elle ne manquera pas de se rendre aux arts ménagers. Dans les années 50, le salon connaît son âge d'or. Il deviendra d'ailleurs plus tard la foire de Paris. La technique s'invite dans la cuisine avec pour but de simplifier la vie des femmes.
Alors là, nous avons un petit bidule, là. Ici, nous devons pouvoir avoir quelque part là. Nous sommes aux arts ménagers, vous n'oubliez pas, et on va tout de même utiliser au moins un gadget. Au moins un. C'est drôle parce que le hachoir, donc ça devait être, Catherine Langer insiste bien pour dire il faut que vous utilisiez au moins un gadget, donc ça devait être considéré comme un gadget, le hachoir à viande à l'époque, et aujourd'hui c'est devenu un outil de professionnel. Encore une fois, on pourrait le faire au mixeur, mais nous on a nos vieilles habitudes avec nos vieux amis, comme on a toujours fait. Oui, mais nous, voilà. On continue. Nous ne sommes pas modernes. Alors voyez-vous, je prends cette salade mouillée. Alors vous faites ceci, et en décontracté, vous tirez sur ce cordon nylon, simplement, et voyez cette eau qui sort. Voilà, ce qui prouve que ma salade était vraiment mouillée et qu'elle était essorée. Tous les instruments de cuisine ont changé ma vie. Je suis une sorte de geek de la cuisine et j'adore, dès qu'il y a une nouvelle râpe, dès qu'il y a un nouveau mixeur, je ne rêve que d'une chose, c'est de l'essayer, en tout cas, sinon de le posséder. La recherche de l'appareil révolutionnaire mène parfois à des inventions originales. Mais voilà cet appareil, une fois replié, avec cet accessoire, vous allez faire ou des émincés ou des râpés. Vous enlevez comme ceci, vous ouvrez votre appareil, vous avez un bouton, vous mettez au lave-vaisselle. Et c'est vrai que la femme à l'époque faisait tout ça. D'ailleurs, Moulinex libérait la femme, hein, c'était bien connu à l'époque. Reste à savoir si toutes ces merveilles simplifient réellement la vie de la ménagère. Maman pourra le vérifier d'elle-même, une fois arrivée à la maison. Alors là, il y a une opération qui va être longue. Mais ça n'a strictement aucune importance qu'elle soit longue, car elle ne vous demande strictement aucun effort. Simplement... Si ce n'est de devoir le laver, opération qui lasse beaucoup de ménagères, qui vont très vite remiser dans le fond d'un placard le fabuleux robot. Et il faut encore que je descende faire des courses. Ce qu'il me faudrait, c'est un réfrigérateur avec un congélateur. Aller au bureau ou à l'usine, s'occuper des enfants, et puis quoi encore? Solution, le congélo. D'autant qu'arrivent sur le marché les produits Findus et Picard qui comblent le principe de précaution ultime, avoir le congélo toujours plein. Ma grand-mère est née en 1901. Pour elle, la plus grande invention, ça a été le congélateur. Donc on congelait beaucoup. Un congélateur pour congeler vous-même pour des mois. Je serais intéressée particulièrement par un congélateur, parce qu'on a toujours sous la main des produits... viande, légumes, plats cuisinés. Bonsoir. Avant votre émission préférée, faites donc un poisson cuisiné. Vivagel, bien sûr. Vous savez, le mot fameux de Raymond Oliver, quand on congèle de la merde, on décongèle de la merde. Ça ne peut pas avoir plus simple que ça. C'est la définition de la surgélation. La vie s'accélère. Il faut faire vite, de plus en plus vite. Eh bien, l'année 73 est certainement l'année qui verra un développement considérable, par exemple, de la cuisson au moyen de fours à micro-ondes, dit four froid. Adieu cocotte, place au micro-ondes. Le four à micro-ondes est le nouveau cheval de bataille des fabricants français. Il peut remplacer avantageusement le four traditionnel. Mais pas question d'égarer au passage son image de parfaite maîtresse de maison. On va commencer à manger. J'ai du canard au frige, ça sort du congélateur et c'est prêt en quelques secondes. C'est une technologie qu'on maîtrise mal du point de vue des épaisseurs. C'est-à-dire si vous mettez un filet de poisson, la queue va sortir carbonisée et la partie épaisse, elle, sera encore crue. Si je veux réchauffer un aliment, je prendrai ici l'exemple d'un biberon de bébé. En 30 secondes, le biberon pourrait être terminé. Réchauffer le biberon de moins en moins, parce que les mamans maintenant sont... Par principe de précaution, on ne sait pas, mais elles se disent que peut-être les ondes, c'est pas bon. Je ne réchauffe qu'au four, jamais au micro-ondes. Paradoxalement, le micro-ondes connaîtra un véritable succès, trouvant sa place dans presque toutes les cuisines modernes. En l'an 2000, vous pourrez, madame, transmettre instantanément votre commande manuscrite par téléscripteur. Par télévision, le boucher vous fera lui-même à domicile ses présentations. Avant de rêver de technologie moderne, la véritable innovation passe par le matériau. Et l'incontournable des années 60 est sans nul doute le Formica, qui supprime la toile cirée des tables de cuisine. C'est un mieux-être pour la cuisinière de demain de n'avoir qu'à presser un bouton ou faire un signe pour ouvrir ou fermer ses placards. Cette pièce, dont on a un peu honte, est encore tout ce qu'il y a de plus modeste. Et quand on rêve d'une cuisine moderne, on veut une cuisine fonctionnelle. Ça devient le Nautilus, une cuisine moderne. Et vous ne pensez... Ce qui ne veut pas dire qu'on y mange mieux.
Comme si cuisiner allait finalement devenir accessoire. Il faut très exactement 2 minutes à Karine Adams pour préparer le repas, ou plutôt pour demander à la machine de le faire. Les plats surgelés arrivent tout seuls de la chambre froide à travers le réchauffeur à infrarouge jusqu'à la maîtresse de maison. Il n'y a plus qu'à servir. Ah, une lacune cependant dans cette magie moderne. Le robot ne sait pas encore découper le poulet. Êtes-vous sûr d'avoir aménagé votre cuisine de façon rationnelle? Au fait, quel est l'équipement idéal? Dans les années 70, il n'est plus question de fonctionnalité, mais d'aménagement rationnel de la cuisine. Comment concevez-vous la cuisine idéale? Il faut d'abord définir la taille de la ménagère. Les premiers cuisinistes font leur apparition sur le marché et vont nous proposer des solutions pour cette pièce de la maison. Avant de se marier, elle lui avait dit « Je veux une cuisine pratique ». Et ces mêmes cuisinistes débordent d'imagination. Des placards prévus même exprès pour la poubelle. Une seule poubelle. Et le tri écolo, vous en faites quoi, monsieur le cuisiniste? Vous remarquerez que le cuisiniste est un homme, alors qu'il n'y entre que rarement dans la cuisine. Mes vieux, ils se sont payés une Cagivo. Il veut dire une Vogica. Répondez l'écho. Adapté à leur look. Ah bah dis donc. Et pour moi, Vogica, ils ont fait ça. Il ne jette rien. C'est devenu une pièce très importante pour les Français, la cuisine. La cuisine est aussi un lieu que non seulement on aménage de façon très fonctionnelle, mais qu'on veut décorer aussi. Dessiner sa propre cuisine devient un rituel répandu, l'assurance d'avoir ensuite la cuisine qui vous correspond. Plutôt couleur claire. La cuisine, on peut y exprimer son talent et faire face aux critiques. Chaque année, apportant de nouveaux progrès, de nouveaux rêves, jusqu'à aujourd'hui où toute ménagère va fantasmer sur une cuisine ouverte, pièce quasi centrale de la maison. C'est devenu une plaque tournante de l'appartement ou de la maison où tout le monde s'y retrouve. Moi, je fais partie de la maison, quoi. Je suis pas à part à mettre le couvert ou à faire la cuisine. Je suis avec les autres, on est ensemble. Refusant d'avouer que quand elle fait griller des sardines, ça sent le poisson jusque dans la chambre à coucher. Depuis des milliers d'années que l'on s'intéresse aux arts ménagers, l'outil le plus parfait, le seul outil qui ravaude, qui lave, qui épluche les pommes de terre, qui soigne les enfants et qui sourit à son mari, c'est la femme. Alors n'hésitez pas, achetez une femme. Il existe plusieurs modèles que nous serons heureux de vous présenter sur les grands boulevards et les grandes avenues de Paris. Achetez une femme, vous m'en direz des nouvelles. C'est passé à la télé, ça? Ah, c'est énorme. C'est Pierre Tchernia, c'est un monstre qui dit ça. On sent très bien qu'il y a une pointe d'humour aussi, il y a du cynisme derrière, donc c'est drôle. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, si un présentateur s'amusait, même pour rire, à dire ça, si ça serait très bien pris. Achetez une femme, vous m'en direz des nouvelles. Oui, l'homme fait le malin en public, mais à la maison. Alors, est-ce couvert, c'est pour quand? Ah, bah dis donc, faut pas être pressé, alors. Ah, les hommes. Qu'est-ce qu'il a mangé ce soir, dis donc? Mon père ne savait pas cuire un œuf, puisque c'était un ancien militaire. Et donc, dans la cuisine, c'était pas du tout son truc. Jamais. Jamais. Pour quelle raison? Parce que c'est pas mon rôle. Alors, qu'en pensez-vous, madame, de ce que vient de dire votre mari? C'est normal. La cuisine, c'est pas mon domaine. J'évite d'y mettre ses pieds. Chacun a sa place. Sincèrement, j'aime ça. Mais on peut dire à peu près une fois par semaine. Une fois par mois, disons. Alors que le GPS n'existe pas encore, l'homme va enfin trouver le chemin de la cuisine. Et s'il a une spécialité, il se retrouvera illico promu au rang de héros national. C'est vrai que les hommes adorent faire la cuisine entre eux. Il y a... pendant les vacances, quand les femmes partent, les mecs se retrouvent et font une cuisine qui est presque interdite chez eux le reste de l'année parce qu'elle est beaucoup plus grasse et beaucoup plus... C'était cette cuisine-là que mon père voulait faire. C'était une cuisine très macho. Ouais, ouais.
Vous savez, les hommes aiment qu'il y ait du matériel. Ils ne peuvent pas faire des cuisines comme ça, avec un couteau, une fourchette et une assiette. Non, il faut du matériel. Mon papa est un grand gourmand. Je me souviens, il adorait faire les coquilles Saint-Jacques à la normande, donc avec une sauce comme ça liée avec le fumet des coquilles Saint-Jacques. Voilà, donc quand il se lançait dans la cuisine, c'était toujours pour des plats très ciblés. Évidemment, il passait une après-midi à les faire. Il y en avait partout quand il les faisait. Mais c'était comme ça des moments assez drôles. Moi, je jouis quand je cuisine. Ça me fait plaisir. J'éprouve une certaine jouissance. Je peux me faire une blanquette pour moi tout seul. Grâce à ses talents virils, qui mieux qu'un homme pour ramasser du bois, construire un barbecue et veiller sur le feu, tel le mâle préhistorique? Alors, salade. Même si bien souvent, l'homme se contente d'ambitions assez mesurées. Batavia, frisée, maïs, banane, céleri. Dans des couples, on me demande des conseils, des cours même. On me dit, tu peux pas m'apprendre à faire ci, ça? Je dis, bah si, c'est toujours le garçon. Cette grande révolution en cuisine ne sera-t-elle pas celle de l'homme, du mari, qui de gré ou de force s'est mis à s'investir petit à petit dans les tâches culinaires quotidiennes et qu'on repère d'ailleurs de plus en plus souvent faisant les courses au supermarché ou devant ses fourneaux. À chaque décennie, on a voulu révolutionner la cuisine avec de nouveaux robots, des cuisines plus grandes, plus ouvertes, de nouveaux modes de cuisson ou des épices importées de tous les coins du monde. Mais aujourd'hui, c'est surtout le retour aux vrais produits. À travers le bio, on reprend contact avec la nature et les saveurs d'hier reviennent doucement à la mode. Et maintenant, mangeons du poulet. Et en tout cas, quelles que soient les évolutions et révolutions, lorsqu'on veut se retrouver, entre amis ou en famille, c'est encore et toujours autour du poulet qu'on a plaisir à partager un moment de gourmandise. Pour moi, le poulet, c'est autour de la table des amis. Le poulet du dimanche, c'est le poulet du partage. C'est ce que je vais manger dimanche et faire à mes invités, mais j'ai un poulet de 2,3 kg. Il est limite coque, et il est beau. Alors, qu'est-ce que vous préférez, la cuisse ou l'aile? De toute façon, l'aile. Bon appétit.